Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser une appréciation sur votre application de podcast. On aime les feedbacks. Ceci est l'épisode 9, une fin sévère. Nous remercions chaleureusement Publius Cornelius pour tout ce qu'il nous a transmis et nous laissons Tacite derrière nous afin d'attaquer plus en détail l'irruption des Francs dans l'histoire telle qu'elle est racontée au travers des chroniques romaines. Nous l'avions déjà dit, ce sont en effet les Romains qui vont nous faire découvrir ce peuple dès la deuxième partie du IIIe siècle. Enfin bientôt, quoi. Car avant même de rentrer dans le vif du sujet, nous allons devoir regarder plus en détail la période qu'on appelle la crise du IIIe siècle à Rome, période durant laquelle nos héros vont se révéler. Une vingtaine d'années avant la première mention des Francs dans les textes. Car avant même d'aborder les Francs à proprement parler, c'est tout le monde germanique qui se met à taper aux portes de l'Empire romain vers 230-240, au point de revendiquer un rôle de premier rang dans l'histoire de Rome. Et si on en croit les auteurs romains, en tout cas certains d'entre eux, car les rapports sur cet événement sont pour le moins confus. Notre histoire se déroule un après-midi de mars 235 dans un campement militaire au bord d'une voie romaine qui relie Metz à Mayence, dans un petit village du nom moderne de Bretzenheim, qu'on appelle à l'époque Vicus Britannicus. Vicus se trouve à quelques kilomètres au sud de la ville moderne de Mayence, sur la rive gauche du Rhin donc, à l'extrémité de l'Empire romain, au bord d'un petit ruisseau qui se jette dans le Rhin, un peu plus au nord. Le campement temporaire d'une armée a été établi. C'est là donc que s'est arrêtée une troupe d'élite qui remonte de Rome depuis plusieurs semaines pour rejoindre plusieurs légions stationnées par ici sur la frontière. Ces légions ont bien besoin de renforts de troupes expérimentées, car ce sont des troupes encore vertes, constituées cette dernière année pour contrer au mieux les menaces locales. En effet, les Germains ont décidé d'attaquer la frontière avec une régularité déprimante depuis plusieurs années maintenant. Et cette aggravation des troubles est telle que la légion locale ne peut que la contenir difficilement, mais pas régler le problème. La menace germanique est devenue, en 235, un véritable point d'attention pour Rome qui ne peut plus être mis de côté. Un problème qui demande l'attention de l'empereur lui-même. Et c'est donc l'empereur qui amène les troupes de renfort et qui s'arrête à quelques kilomètres de la grande base fortifiée de Mayence. Mayence qui sert depuis plus de 2 siècles de base stratégique pour l'armée romaine. Une légion, la 22e, y est stationnée généralement et garde ce point stratégique. Mayence, Mogontiacum, comme on l'appelle alors, mais on va utiliser le mot moderne par simplicité, est une cité fortifiée extrêmement importante. La véritable frontière, elle, se trouve un peu plus au nord, côté rive droite du Rhin. C'est un ensemble de fortifications qu'on appelle le limes, qui surveille la longue bordure que l'Empire a tracée entre son territoire et celui des tribus germaniques. Et juste derrière cette ligne, on trouve la grande base de Mayence qui contrôle et pilote toute la région comme quartier général des troupes romaines. Une large bande de terre de milliers de kilomètres carrés qu'on appellera désormais les champs d'écumates et qui correspond à peu près aux landes du Bade-Wurtemberg actuel. Une grande zone romanisée donc qui s'enfonce comme un coin dans la Germanie indépendante et qui permet rapidement à Rome d'intervenir entre le Rhin et le Danube. Et c'est donc vers Mayence que la troupe se dirige progressivement pour rejoindre la 22e Légion en ce jour de printemps. Le campement de Vicus vient d'être établi par les soldats pour servir de quartier général à l'armée de renfort dans son ensemble. Et c'est là, au centre du camp, qu'on trouve visible pour tous une magnifique tente ouverte. Car à la tête de la troupe en provenance de Rome, c'est l'empereur lui-même, Sévère Alexandre, qui commande. C'est pour lui que les légionnaires ont monté la grande tente de commandement central. Et en cet après-midi de mars, Sévère Alexandre, appelons-le l'empereur Alex pour faire simple, décide de se retirer dans sa tente après son repas pour une sieste. Et oui,
tout simplement une petite sieste de l'après-midi. Mais cette sieste ne va pas durer longtemps, malheureusement pour l'empereur Alex, car plusieurs soldats romains, enfin sans doute, car certaines sources indiquent qu'ils seraient peut-être gaulois, plusieurs soldats donc vont en tout cas interrompre ce moment et transporter l'Empire romain dans une nouvelle ère. Oula, tu pars sur les chapeaux de roue. Aide-moi donc à remettre un peu les choses dans leur contexte en faisant un petit retour en arrière pour reboucler avec Tacite et son Germania. Si on se trouve maintenant en 235, soit 150 ans après les écrits de notre sénateur, qu'a-t-il pu bien se passer entre l'Empire romain et ses voisins pour en arriver là? Tout n'a sans doute pas été un long fleuve tranquille depuis que Tacite a écrit la Germanie, alors que l'empereur Trajan renforçait le limès sur la frontière. Alors commençons par Rome et ses empereurs d'abord. À première vue, l'Empire romain reste l'Empire romain. Une force de frappe militaire extraordinaire, une économie, des infrastructures, une organisation civile et militaire sans aucune comparaison possible avec celle des tribus germaniques d'outre-Rhin. Et à sa tête, un empereur qui commande à des centaines de milliers d'hommes, prêt à massacrer tous les ennemis qui oseraient défier la louve. Et aussi une infrastructure logistique sans pareille pour acheminer matériel et nourriture à ses hommes et les soutenir dans toutes leurs opérations. Rome reste, plus que jamais, la force dominante de tout le continent, étendant son empire de la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre moderne, jusqu'à l'Afrique du Nord et aux portes du Proche-Orient. Mais si on gratte un peu la surface, on réalise qu'on a changé d'époque entre 98 et 235, et que la Rome du début du IIIe siècle est assez différente de celle du fin du premier, notamment pour ce qui est du rôle de l'empereur et de son armée. Le deuxième siècle, dont nous avons parlé seulement du début avec le coup d'éclat qui renverse Domitien et les écrits de Tacite, sera considéré comme l'âge d'or de Rome, avec une succession d'empereurs assez compétents qui amènent l'Empire à son apogée territorial et à un degré de puissance maximum. Un long siècle de stabilité à l'intérieur de l'Empire et d'expansion des limites avec la conquête de la Mésopotamie et de la Dacie, c'est-à-dire la Roumanie actuelle. De bons empereurs, des patriciens justes et efficaces, qui se succèdent sur le trône et qui sélectionnent avant leur mort leurs successeurs sur la base du mérite. Les Trajans, les Hadriens, les Marc Aurèle, jusqu'à Commode. Commode, le méchant empereur du film Gladiator, le fils turbulent de Marc Aurèle justement, qui ne finit pas dans l'arène comme au cinéma, mais disparaît quand même comme son lointain prédécesseur Domitien. Les auteurs, qui lui sont tous hostiles, peut-être à tort, le décrivent comme un paranoïaque et expliquent donc que son entourage l'assassine pour éviter d'être eux-mêmes mis à mort par un empereur aussi désaxé que Joaquin Phoenix dans le fameux film. Enfin, ça, c'est la légende noire que nous laissent des auteurs tous liés au Sénat et qui le détestaient cordialement. Spoiler alerte, ça finit pas comme dans Gladiator, et on n'a pas un happy end avec le jeune neveu qui monterait sur le trône, acclamé par la foule et le Sénat, pour relancer un nouvel âge d'or. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop si vous n'avez pas vu ce film, fort divertissant cependant. Non seulement il n'y a plus d'âge d'or, mais ça fait longtemps que Commode a fait exécuter sa propre sœur et ses neveux sont morts et enterrés. Pas cool. Et malheureusement, l'histoire, la vraie, c'est souvent pas cool. Et on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Faut que ça soit dit. La vérité, c'est qu'après Commode et les bons empereurs, c'est une bonne guerre civile bien sanglante qui s'annonce entre plusieurs prétendants romains réclamant ou s'emparant très temporairement du trône avec l'assentiment de la garde prétorienne. Et personne ne s'occupe du bien-être des paysans, ni des gladiateurs, qui n'ont pas leur mot à dire d'ailleurs. En tout cas, une période troublée qui dure quelques années. Mais jusqu'à quand au juste? La solution prend la forme d'un gouverneur de province, un général romain d'origine africaine appelé Septime Sévère, qui va finir par rentrer dans la partie et changer totalement les règles du jeu. Car Septime Sévère va non seulement prendre le pouvoir à la suite de Commode et de ses successeurs, mais aussi fonder une véritable dynastie qui dominera Rome pendant presque 40 ans et dont le jeune empereur Alex sera le lointain et dernier successeur, même s'ils n'ont pas une goutte de sang en commun en fait. Septime est né en Libye actuelle, d'une famille descendante d'immigrés romains et marié à des locaux. Même s'il descend d'une famille de patriciens émigrés en Afrique, Septime restera culturellement attaché à sa province d'origine
et ne se sentira jamais vraiment romain pour être sincère. Et ses troupes non plus, car les légions qu'il commande en Pannonie, c'est-à-dire autour de l'Autriche et de la Slovaquie actuelle, viennent aussi de province, en l'occurrence d'Illyrie et de Thrace, c'est-à-dire des Balkans modernes pour faire simple. Autant dire loin, très loin de Rome. En réalité, la plupart des légionnaires de la fin du IIe siècle, et notamment ceux des légions de Septime Sévère, n'ont jamais vu Rome, et se fichent pas mal de savoir qui compose le Sénat ou occupe les postes impériaux. La plupart d'entre eux sont des soldats qui veulent être payés pour un travail dangereux et pénible, qu'ils réalisent sur une frontière militaire. Et tout ce qui peut bien se passer sur le Palatin n'a franchement que peu d'importance pour eux. Quand notre général apprend la chute de Commode du fin fond de sa province et la mise sur le trône d'un notable romain, un certain Didius, qui a littéralement acheté le poste en corrompant les prétoriens, Septime Sévère comprend qu'une opportunité extraordinaire s'ouvre devant lui. Notre général décide d'aller devant ses troupes et commence à leur vendre le fait que ce Didius ne règne que parce que quelques soldats trop payés et arrogants vivent à Rome et en ont décidé ainsi, et que ces soldats, les légionnaires de Pannonie, sont tout autant aguerris et 10 fois plus nombreux que les prétoriens. Quand ces hommes commencent à écouter Septime Sévère, il ne leur faut pas longtemps pour se dire que rien ne justifie qu'ils tolèrent plus longtemps une absurdité pareille. Et c'est ainsi que Septime Sévère, le Libyen, va s'imposer à Rome comme empereur, en jouant la vraie carte dont il dispose, sans aucun égard pour toutes les traditions et les usages séculaires de Rome. Une carte qu'on peut résumer par j'ai la plus grosse armée. Qu'est-ce que ça peut faire que ni ma famille ni la leur ne soient pas romaines pure souche? Quoi qu'en pensent les prétoriens, qu'il va purger des meneurs avant de recomposer complètement cette troupe, avec notamment des Illyriens, quoi qu'en pense le Sénat romain et leur condescendance envers ce provincial libyen, Sénat qu'il va totalement ignorer d'ailleurs. L'argument j'ai la plus grosse armée à proximité a son petit poids quand même. Et Septime Sévère ne se sent pas obligé d'enrober cette vérité d'un quelconque vernis alors qu'il impose son pouvoir et sa dynastie pour les années à venir. Bref, Sévère, il n'était pas commode. Oui, désolé, je pouvais pas la louper. Mais s'il s'agit juste de celui qui a le plus de légionnaires proches de Rome avec lui, pourquoi d'autres alors n'ont pas profité plus tôt de cette faille de sécurité? Après tout, ça n'a jamais manqué les légionnaires. Et la solde ou les tribunaires ont toujours été une façon d'avoir l'armée à ses côtés. D'autres ont bien dû avoir la même idée que Septime. Oui, pas mal d'autres d'ailleurs. Sans doute les racines du mal étaient déjà là depuis longtemps, et Septime Sévère a simplement su être l'homme qui tombe à pic, le bon candidat pour la bonne situation. Parce que il serait inexact de laisser penser que la seule crise qui définisse l'Empire romain au tournant du IIe et du IIIe siècle est une crise du pouvoir militaire. La plupart des historiens voient un confluent de différents problèmes s'accumuler tout au long de cette période, allant de crises économiques à de grandes épidémies qui ont décimé l'Empire et ses armées par moments. Une crise qui est donc tout autant démographique que monétaire, avec un système financier qui est totalement emballé du fait d'une inflation incontrôlée. Phénomènes qui ont dû jouer aussi dans la fin du fameux âge d'or. En plus, les menaces extérieures, que ce soit au nord avec les Germains, mais aussi le début de la menace des Goths sur le Danube et enfin à l'est avec l'Empire sassanide, mettent une pression supplémentaire sur les frontières. Donc soyons honnêtes, à l'arrivée de Septime Sévère sur le trône, l'Empire romain va mal. Son économie fonctionne mal, les épidémies ont frappé de plein fouet cette civilisation urbaine et son système politique s'est déréglé. Ok. Donc, le coup d'État de Septime Sévère, appelons ça comme ça, est aussi arrivé à une époque qui l'a rendu possible. Un empire romain qui n'aurait pas été malade d'une certaine manière n'aurait pas créé les conditions favorables pour un tel événement. Donc le catalyseur a été Septime Sévère. Mais si ça n'avait pas été lui, la transformation était en route de toute façon. C'est bien ça? Oui, sans doute. Mais quel que soit le poids des différents facteurs derrière la transformation de l'Empire romain à partir de 197, la période qu'ouvre Septime Sévère se caractérise d'une manière qu'on peut résumer assez simplement en fait, sous l'angle de ses priorités. En gros, la politique impériale mise en œuvre par cet empereur peut se résumer par sa propre formule, que lui prête l'auteur Dion Cassius à l'intention de ses héritiers, je cite. Vivez en bonne intelligence, enrichissez les soldats et méprisez tous les autres hommes.
Septime est arrivé au pouvoir par l'armée, puis l'étranger à l'accent et à la figure vraisemblablement loin des attentes des nobles romains. Et il compte bien rester en haut de la pyramide grâce au soutien indéfectible de celle-ci. Et de l'armée romaine, il va faire son armée. Une armée qu'il cajole, qu'il soutient et qu'il privilégie en tout. Du genre, l'Empire romain dans son ensemble, que ce soit les sénateurs, les paysans, ou ça va sans dire, les esclaves, peuvent tous aller au diable. Tant que l'armée est contente, Septime Sévère est d'accord avec ça. Alors même si son règne ne se caractérise pas par de nombreuses réformes administratives ou une transformation radicale du rôle du Sénat, le culte de l'empereur prend une autre dimension pour soutenir le pouvoir impérial. Les réformes militaires de Septime Sévère sont la marque de ce règne. Et ces réformes seront poursuivies par ses successeurs comme Caracalla ou Elagabal, mais en gros, on peut observer deux grands phénomènes. D'abord, on l'a dit, la garde prétorienne est totalement réorganisée et son recrutement est maintenant ouvert à tout l'Empire. Chaque soldat méritant peut la rejoindre et Septime Sévère va la truffer notamment, mais pas seulement d'Illyriens qui lui sont totalement dévoués. D'ailleurs, l'ouverture concerne l'armée dans son ensemble, qui va être dirigée désormais par les meilleurs officiers. Septime Sévère s'assure de l'ouverture large des grades de l'armée aux autres ressortissants de l'Empire en supprimant les vieilles distinctions qui réservaient les commandements aux seuls patriciens romains. Et ensuite, pour faire simple, le deuxième phénomène est une bonne politique salariale qui va améliorer sensiblement la vie du soldat. La solde des légionnaires est relevée de moitié d'un coup. Eh oui, comme ça, 50% d'augmentation du jour au lendemain. Première augmentation depuis notre fameux Domitien d'ailleurs. Et cette augmentation sera poursuivie par ses successeurs. Et ce n'est pas tout. Septime officialise un système d'annone militaire, c'est-à-dire une organisation impériale dédiée à nourrir et à équiper gratuitement le soldat romain, partout dans l'Empire. Légionnaire trop souvent livré à lui-même pour se ravitailler. Rien n'est trop beau ou trop cher pour son armée. Septime Sévère met le paquet pour s'en assurer la fidélité et pas seulement par des distributions monétaires. Il instaure par exemple l'autorisation de se marier et de fonder une famille pendant le service. Il décide de la distribution d'un anneau d'or à tous les vétérans, distinction réservée traditionnellement aux chevaliers comme le père de Tacite. C'est le grand soir pour la troupe romaine. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, Septime Sévère est celui qui restera dans l'histoire de Rome comme celui qui non seulement s'est appuyé sur l'armée pour prendre le pouvoir, mais qui, en retour, a placé cette armée aux véritables commandes de l'Empire. Remarque, d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est simplement justice, puisque c'est l'armée qui a étendu et protégé cet empire pendant des siècles, plus que le Sénat ou les prétoriens. Et puis, je suis sûr que cette transformation était en gestation depuis longtemps, puisque l'armée romaine avait basculé dans un recrutement massif hors de la péninsule italienne depuis des lustres, avec des professionnels de la guerre motivés uniquement par la solde et par aucun espèce d'idéal républicain. Si c'est lui qui a appuyé sur le bouton, comme nous dirions aujourd'hui, alors rendons à César ce qui est à César. Mais comme tous les choix, il y a forcément des conséquences. Avait-il tout bien prévu ou est-ce parti en sucette et au bout de combien de temps? Soyons justes, l'Empire romain est devenu une dictature militaire depuis longtemps. Mais disons que Septime Sévère lui fait passer un cap. Avec lui, le Sénat semble définitivement muselé, avec un pouvoir exclusivement aux mains de la puissance militaire. Et cette accélération a des conséquences pour Rome, conséquences qui ne vont pas tarder à se faire sentir. La première conséquence, c'est évidemment que tout cela a un prix, un sacré prix même. Cette nouvelle politique, renforcée par une augmentation de la taille de l'armée, qui va bientôt atteindre 33 légions disséminées à travers l'Empire, va commencer à peser lourdement sur les finances de Rome. Mais rappelez-vous, Septime Sévère a fait le choix de servir et de servir quasi uniquement son armée. Alors au diable les sénateurs et les paysans. Les impôts vont être augmentés de manière drastique par ses soins et celui de ses successeurs pour que ces chers légionnaires restent attachés à l'empereur envers et contre tout. Une armée qu'il choisit, mais qui a aussi un rôle décisif dans la défense du limes impérial, sous pression de toutes parts. L'économie en prend donc un sacré coup et l'inflation repart à un rythme effréné, en ruinant les petits paysans et les artisans dans tout l'Empire qui se retrouvent pressurés de taxes. Mais bon,
Si Marcus, dans sa ferme, n'a plus que ses yeux pour pleurer une fois que le collecteur d'impôts est passé, eh bien, pour paraphraser un dictateur fameux du XXe siècle, Marcus, combien de légions? La bizarrerie de la situation, c'est que la crise monétaire est souvent vue comme une cause de désordre dans l'Empire. Une crise qui explique partiellement la prise de pouvoir encore plus autoritaire et directe de l'armée avec Septime Sévère. Un pouvoir fort, seul capable de prendre les rênes de l'État pour imposer des mesures radicales pour essayer de stopper l'inflation et la perte de valeur de monnaie, comme de remettre le système fiscal d'aplomb. Mais en réalité, cette prise de pouvoir nécessite une somme d'argent considérable à trouver pour satisfaire la troupe qui soutient le régime. Légionnaires qu'il faut bien rémunérer pour assurer leur fidélité. Toute l'armée a compris qu'ils ont moins besoin de l'empereur pour les payer que l'empereur a besoin d'eux pour survivre. La solution au mal qui est la prise de contrôle de l'État par l'armée semble peut-être être une bonne idée sur le coup. Un surcroît d'autorité pour faire fonctionner la machine qu'est l'Empire. Mais sur le long terme, c'est en fait l'inverse qui semble se produire avec une augmentation des problèmes monétaires à partir du IIIe siècle. Donc, en plus de coûter un pognon de dingue de base pour acheter la fidélité des légionnaires, la machine économique part en vrille à partir du IIIe siècle. C'est bien connu. Laisser une inflation incontrôlée, notamment en augmentant rapidement la fabrication de monnaie, et développer un système fiscal injuste et confiscatoire n'a pas toujours que des bons côtés. Bon, je laisse l'ironie à part. En résumé, le régime installé par Septime Sévère, c'est plus probablement un remède pire que le mal, qui va ne faire qu'accélérer la déstabilisation. La deuxième conséquence qu'on va voir exploser à partir de cette année 235 est le règne de l'empereur Alex, c'est la théorie du dentifrice dans le tube. C'est-à-dire, vous ne positionnez pas l'armée tout en haut de l'échelle sociale sans que celle-ci ne prenne la fâcheuse habitude de profiter de ce rôle et ne veuille plus le lâcher. C'est le problème des coups d'État suivis de grandes réformes qui bouleversent la fabrique de la société. Ce qui semblait impossible avant du point de vue des normes culturelles devient possible tout à coup, parce que vous venez justement de détruire ces normes culturelles. L'armée romaine n'est plus un simple outil au sein de l'appareil impérial. À partir du tournant du début du IIIe siècle, elle et ses officiers s'emparent pleinement de leur rôle d'acteur dans le jeu politique et les leaders ne seront plus jamais de simples exécutants de la politique décidée par le Sénat romain. Ces professionnels de la violence, recrutés et actifs loin du cœur de l'Empire, ont développé une puissance politique et un appétit d'argent et de pouvoir sans filtre, alors que leur attachement moral et culturel à la ville éternelle s'est dissipé au fil du temps. D'accord. Mais encore une fois, cette tendance était déjà en construction depuis l'origine de l'Empire. Le règne de Sévère Alexandre marque-t-il donc un tournant de cette transformation? En fait, cette tendance a été encouragée et accélérée par son aïeul Septime. Quel que soit l'empereur Alex, la réalité va s'imposer à lui. Et cette réalité, plutôt dure à digérer pour lui, est qu'à l'aube d'une nouvelle grande confrontation. Et cette réalité, plutôt difficile à digérer pour lui, est qu'à l'aube d'une nouvelle grande confrontation entre Rome et les Germains, notre empereur contrôle autant l'armée que l'armée le contrôle. C'est bien ça? Oui, c'est l'armée qui contrôle désormais l'Empire. Toute espèce d'illusion sur un Sénat ou une pseudo-république de patriciens qui contrôlerait encore son armée et ses chefs a disparu. Rome a désormais autant à craindre des loups qui rôdent en dehors que des Rottweilers qu'elle a élevés en son sein et qui ne lui obéissent plus que si ça leur chante. Pour terminer ce projet, euh, pour terminer, ce projet de podcast n'a pas pour mission d'explorer en profondeur l'ascension et le déclin de l'Empire romain. Mais avant même de parler des Francs et de leurs exploits, nous devions faire une brève incursion sur la transformation de l'armée romaine avant leur arrivée dans notre histoire. Car ces bouleversements vont changer en profondeur l'Empire romain encore plus sûrement que n'importe quelle tribu barbare pendant les 3 siècles qui lui restent à vivre. On croit souvent à tort que ce sont les barbares qui ont tué l'Empire romain. Mais l'amour du gain et la dérive progressive de l'armée romaine vers une organisation de mercenaires qui travaillent pour eux-mêmes avant tout autre objectif avaient commencé à saper l'édifice bien avant que les Germains ne pillent leur première ville. Et c'est ce que nous allons explorer dès le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire.
N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.